Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors j'avais déjà fait ce format-là, mais là je vais essayer de le faire encore mieux. Et du coup aujourd'hui on va parler d'une histoire comme on a fait pour Walt Disney. Alors je sais pas si vous connaissez Carlos Ghosn, mais Carlos Ghosn... tu veux savoir, mais regarde la vidéo et tu sauras. Et comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, tu poses un pouce bleu, tu partages si c'est intéressant, et puis tu t'abonnes à la chaîne si t'es pas abonné à la chaîne. Allez, bonne vidéo. Pour commencer, Carlos Ghosn est né le 9 mars 1954. Il est poinçon comme moi. Il est né au Brésil car c'est son grand-père paternel qui émigre du Liban pour aller au Brésil, pour se lancer dans le monde du travail. Carlos Ghosn est donc le fils d'un père libano-brésilien et d'une mère libano-nigériane. C'est un mélange culturel. À 2 ans, Carlos Ghosn tombe malade. Pour le soigner, sa mère emménage à Rio de Janeiro. 4 ans plus tard, ils partent à Beyrouth, au Liban. C'est ainsi que Carlos suit son cursus scolaire primaire et secondaire chez les Jésuites. Les Jésuites sont une compagnie catholique qui oriente leur activité vers l'évangélisation, la justice sociale et l'éducation. Et retenez bien la justice sociale. À 18 ans, Carlos Ghosn arrive en France, à Paris, pour poursuivre ses études dans le secteur scientifique et plus spécialement dans les mathématiques. Il enchaîne une liste d'écoles et à la fin, il obtient son diplôme d'ingénieur. Alléluia! Il sort de l'école et il rentre dans le monde professionnel dans une usine mais qui est hyper connue là où j'habite. C'est une entreprise, c'est le cœur de cette région, c'est le cœur de cette ville. C'est... On a vraiment fait nous arrête là. Ouais, pardon, reprenons. Carlos Ghosn rentre donc à Michelin. Après une période de formation dans des usines en France et en Allemagne, il est nommé directeur de l'usine à Blavozy en 81. En 1985, il devient le responsable du département de recherche sur des pneus de route et agricole qui se situe à Ladoux. Ouais, allez, Clermont-toi là! On parle de notre région là! C'est le moment de s'éclater dans les commentaires! Vraiment tempère, s'il te plaît. Ouais, pardon. C'est bon, je reprends. Il est aussi chargé de redresser les usines d'Amérique du Sud et notamment celle du Brésil. Malheureusement, à cause d'une crise économique, il se doit de fermer 2 entreprises. Il constate que les barrières de la langue et des coutumes sont des freins au bon fonctionnement de Michelin au Brésil. Alors il envoie une équipe pour structurer les usines d'Amérique du Sud. Et bingo, ça marche! Les usines d'Amérique du Sud de Michelin voient leur production augmenter. Du coup, forcément, les ventes se font ressentir et l'entreprise Michelin devient l'entreprise qui vend le plus de pneus au monde. Ah, il est quand même bon cet homme. En 1996, malheureusement, Carlos Ghosn et Michelin arrêtent leur association. Et du coup, Carlos Ghosn arrive dans une petite entreprise française, mécanique, qui s'appelle Renault. Bref, trop de mondanité. Renault est une très grande entreprise mécanique en France. Et Carlos Ghosn, il arrive directeur adjoint directement dans cette entreprise. Mes respects. Et le mec, il a encore redressé une situation économique. En effet, Renault, en 1993, avait fusionné avec Volvo pour concevoir la voiture Safran. Et clairement, ça a été un échec. Du coup, c'était clairement la merde chez Renault. Les comptables comptaient les centimes et étaient totalement en sueur. Alors, Carlos Ghosn met en place une politique de réduction des coûts. Et quand Carlos fait, Carlos Ghosn arrive. Carlos Ghosn réussit. Sur l'année 1997, Renault décale des bénéfices de 5,4 milliards de francs. Alors, à l'époque, c'était en francs, ça date. Hein. Et tu sais quoi? Carlos Ghosn, il a tellement de couilles dans le pantalon qu'il va retenter un partenariat avec Volvo. Et devine quoi? Le partenariat marche, c'est un vrai succès. Mais cette fois-ci, c'est dans le domaine des camions. Le contrat, c'est que Volvo Global Truck prenne le secteur de Renault Truck et Renault rende le capital de Volvo Global Truck. Il devient numéro 2 mondial dans la vente de camions. Je te récapitule. Maintenant, Renault gagne plus d'argent dans le secteur de camions en investissant moins. Un génie, c'est un génie. Mais ce n'est pas la seule collaboration avec une marque étrangère qui va marcher. En effet, Renault et Nissan vont s'associer. À l'époque, Nissan était en galère, du coup, Renault s'associe avec cette marque pour leur fournir des moteurs. Et grâce à cette participation chez Nissan, Renault prend 36,4% des parts de chez Nissan. En effet, en 2000, Renault fournit des moteurs pour la marque japonaise. Cependant, Renault reprend 36,4% des parts de Nissan. Et Carlos Ghosn, incroyable qu'il est, en gardant son poste chez Renault, il devient le président de la marque Nissan. Alors, Nissan réalise 4,5% de bénéfices alors que 2 ans auparavant, elle a été endettée. En 2005, ce qui devait arriver arriva. Carlos Ghosn prend la tête de l'entreprise Renault. En 2006, Carlos Ghosn va connaître son premier coup de moins bien. Alors il va lancer le plan Renault 2009. Ça consiste en quoi? Pour faire simple, je ne vais pas tout détailler du business. Mais ça repose sur 3 choses. Vendre 800 000 voitures en 3 ans, dégager un bénéfice de 6%, et réduire les coûts pour optimiser les investissements. C'est à partir de ce plan qu'on voit la nouvelle Laguna et surtout la nouvelle marque Logan. La voiture Logan
est la voiture qui est le symbole et qui est vraiment le modèle du plan Renault 2009. C'est une voiture faite à partir de faibles coûts et du coup qui a la portée d'une plus vaste clientèle. Avec cette voiture Logan, Carlos Ghosn et Renault cherchaient plutôt à vendre dans la quantité plutôt que dans la qualité. Mais il faut avouer que quand même, elles étaient pas si mal. Ouais. Malheureusement, la crise de 2017, qui est l'une des plus grandes crises de l'histoire, ralentit le plan Renault 2009. Et les bénéfices de Renault reculent de 7% par rapport à l'année dernière. Et surtout en 2008, Renault n'a pu dégager que 1% de bénéfices par rapport à l'année 2008. Et 1%, c'est très peu. Ça veut dire que ton entreprise ne peut pas du tout investir. Ces problèmes financiers vont donc être un frein pour la sortie de nouvelles Twingo. Les pièces arrivent en retard, et de plus, il aurait fallu plus de main-d'œuvre pour avoir assumé la création de tous ces modèles. Mais Carlos Ghosn a dû supprimer des postes pour limiter les dépenses. La CGT a même défendu les salariés de Renault, car ils ont été poussés pratiquement au bout de leur capacité humaine. Tout ça pour réjouir les actionnaires. C'est donc en juillet 2008 que Carlos Ghosn annonce l'échec du plan Renault sur deux facettes. Bon, le côté positif, il a réussi à réduire les coûts. En effet, Renault a réussi à produire en économisant 500 millions d'euros sur la main-d'œuvre et sur la marchandise. Mais on commence à connaître le Carlos. Non, pas celui-là, celui-ci. Il n'est pas totalement satisfait du plan Renault 2009. Du coup, il lance un nouveau plan, le plan Renault 2016. Ouais, pour les titres, il s'est pas trop foulé quand même. Et du coup, il y a toujours 3 objectifs. Mais cette fois-ci, on parle d'économie et d'écologie. Durant le plan Renault 2016, Carlos Ghosn souhaite renouveler les designs de ses voitures, établir des collaborations internationales. Pour la voiture électrique, il va fortement s'inspirer de ce qu'il a fait chez Nissan pour créer la Zoé. En 2013, ça sent les problèmes. Il est encore une fois en retard sur ses plans d'action et sur ses objectifs. Les alliances internationales sont de plus en plus rares car Renault enregistre une dette de plus en plus importante. Les ventes de voitures passent de 3 millions à 2,5 millions d'euros. Malgré tout, le bilan reste mitigé, car Renault est le premier constructeur sur le marché turc et le marché algérien. En plus, Renault essaie de s'implanter en Chine. Et la trésorerie remonte grâce aux ventes de la Zoé. Mais Carlos Ghosn, en tant que bon joueur de poker, il a toujours un plan dans sa manche. En effet, avec Nissan, il lance le plan Power 88. Et n'oubliez pas que Renault possède 40% des parts de Nissan. Alors ce plan 88, il consiste en quoi ? Pour faire simple, c'est une collaboration entre Renault et Nissan qui lance 8 nouvelles gammes avec un nouveau modèle tous les 6 semaines. Bien évidemment, dans ce plan, il y a toujours aussi une politique de baisser les coûts, de réduire les coûts, mais aussi, il souhaite faire commercialiser les voitures électriques et d'augmenter la part de marché de 10%. En vrai, c'est une réussite et ça va même sauver le plan Renault 2016. Malgré une réussite, Carlos Ghosn quitte ses fonctions de chez Nissan en 2017. Et voilà, ça fait... Ah non, t'as cru, hein, c'était une petite blague. En fait, son histoire, elle se finit pas là. Il faut savoir que Carlos Ghosn, aujourd'hui, à l'heure actuelle, possède des chefs d'incubation dans 13 pays. Il est accusé d'avoir caché 13 à 16 millions d'euros par an de revenus. C'est-à-dire que ça fait 70 à 80 millions d'euros. Il est aussi accusé d'avoir abusé de ses fonctions et de ses biens chez Nissan pour son plaisir personnel. Le début de sa déboire se passe en novembre 2018. Après avoir été intouché dans un avion par la police japonaise, Carlos Ghosn est incarcéré. Et l'un de ses protégés, Hiroto Sekawa, le trahit pour le blâmer pendant une conférence qu'il a lui-même organisée quelques heures après la garde à vue de Carlos. Ah, quel sens ce Hiroto! Au Japon, il est traité comme un serial killer. Il est incarcéré dans une cellule de 7 mètres carrés, il est interdit de voir ses proches. Tout ça malheureux de cette histoire, c'est que Carlos Ghosn à l'époque était considéré comme un dieu parce qu'il a sauvé Nissan et que du jour au lendemain, on le colle d'une étiquette de serial killer. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché très rapidement du jour au lendemain comme ça. Le pauvre. Durant l'enquête, on découvre un compte qui s'appelle Zia Capital et qui appartient à une Nissan, mais qui a un compte anonyme. Et sur ce compte anonyme, on retrouve 71 millions d'euros. Zia Capital serait une structure qu'on retrouve aux Pays-Bas et qui serait financée secrètement par Carlos Ghosn. Et l'un de ses défauts va ne donner que de l'eau au moulin des enquêteurs. En effet, Carlos était quelqu'un de parano, et notamment qu'en 2011, il vire 3 cadres de Renault car il pense qu'il était sujet à des espionnages. Et là vous me dites, mais c'est aucun rapport, pourquoi tu dis ça? Tout simplement, les enquêteurs pensent que sa parano est due au fait qu'il voulait que personne ne sache pour ces détournements. Je tiens à dire que tout ce que je raconte là, je m'appuie sur des documents et sur des interviews et sur des reportages. D'autre part, les méthodes utilisées Carlos n'étaient pas forcément appréciées, car il ne pensait qu'à réduire les coûts et éviter un maximum de taxes et des impôts. De plus, il était connu pour avoir un égo surdimensionné, surtout qu'en 2015, il ne respecte pas les votes contre les actionnaires sur les questions de son augmentation salariale de 5 millions d'euros. Il est aussi accusé d'avoir créé des emplois fictifs pour sa sœur. Bref, comme vous pouvez le voir, il était accusé de beaucoup de chefs d'inculpation. Mais, excusez-moi d'un doute, et ce doute-là a été relevé par plusieurs spécialistes de cette histoire. Certains pensent que c'est une guerre commerciale entre le Japon et les Français. Quand Renault a essayé d'avaler Nissan, donc la marque française, d'avaler la marque japonaise, ça n'a pas plu aux Japonais, du coup les Japonais se sont révoltés.
Et du coup, bah, les Français ont essayé de défendre Carlos Ghosn en niant les faits. Mais quand l'État a appris que Carlos Ghosn ne payait plus d'impôts en France, bah ils l'ont lâché. Tout simplement. Et bien sûr, cette hypothèse-là, elle a été réfutée et a rendu fou Hiroto Seikawa. Bizarrement. Tiens. Mais bizarrement, mec. Mais ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais toute la vérité. Carlos Ghosn est en liberté provisoire. Qui dit liberté provisoire dit ne pas quitter le territoire. Et en ce moment-là, il est au Japon. Mais vous commencez à connaître Carlos Ghosn, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est évadé dans une malle, tranquille. Ouais. Tu crois pas? Oui, le mec s'est vraiment évadé dans une malle. Attends, je t'explique. Il faut savoir que Carlos Ghosn était sous surveillance gérée par Nissan. Mais, en décembre 2018, la surveillance s'arrête. Un après-midi, il quitte son domicile à pied pour aller dans un hôtel à 1 km de chez lui. En fait, il y rejoint 2 complices. Et ces 2 mecs-là travaillaient dans la sécurité rapprochée. Tous les 3 quittent l'hôtel en prenant un taxi. Ils partent pour aller dans un aéroport. Juste avant l'arrivée à l'aéroport, Carlos Ghosn se cache dans une malle. Avec un bon jeu d'acteur et un peu de chance, les 2 complices sont passés sans être fouillés. Ils rentrent donc dans l'avion. Carlos Ghosn arrive donc en Turquie, en Istanbul. Et grâce à un complice qui est responsable de l'aéroport à Istanbul, il reprend un autre avion pour partir à Beyrouth, au Liban. Arrivé au Liban, Carlos Ghosn a réussi son évasion. Au Liban, dans ce pays de jeunesse, Carlos Ghosn est considéré comme un ressortissant. Il est donc en liberté totale. Bon, il peut plus quitter le Liban parce qu'il est recherché par 13 pays dans le monde. Mais quand même, il est en liberté. Le gars à la base devait avoir 15 ans de prison, plus beaucoup d'amendes. Du coup, il se retrouve avec 5 millions d'euros d'amende pour Nissan. Bon, dans l'histoire, il a perdu 13 millions d'euros qu'il avait posé en caution au Japon. Il a aussi payé 2 millions d'euros pour s'évader. Il a aussi payé 1 million d'euros d'amende civile aux États-Unis. Il s'assoit sur une prime de 30 millions d'euros de retraite chez Renault. Et bien sûr, il peut dire pas de blague à sa retraite de 270 000 euros par mois. Mais bref, le mec est en totale liberté pendant que d'autres de ses complices qui étaient chez Nissan vont être jugés en automne 2021. Affaire à suivre. Gros sujet, grosse vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Adoré à m'intéresser à cette histoire-là. Je n'avais aucune connaissance sur Carlos Ghosn. Aujourd'hui, je suis incollable, mec. Mec, tu me poses une question en commentaire, je te l'ai dit, je te réponds direct, frérot. En tout cas, c'était une bonne histoire. J'ai grave kiffé. Si vous avez aimé ce contenu-là, comme je dis en début de vidéo, pouce bleu, partage, commente. De plus, je suis bientôt en vacances et du coup, j'ai des gros projets qui vont arriver. Ouais. Petit indice, je vais faire un Koh-Lanta. Du coup, vu que ça a marché la dernière fois, abonne-toi à la chaîne. Allez, à la semaine prochaine.